6 heures du matin, dans une cité de Vaux-en-Velin. Les hommes du PI2G, le peloton d'intervention interrégionale de la gendarmerie, s'apprêtent à donner l'assaut. Ce sont les nouveaux soldats d'élite de la gendarmerie, spécialistes des interventions en milieu dangereux. Ils doivent interpeller chez lui un homme de 20 ans, suspecté d'avoir pris part à une prise d'otage 8 mois auparavant. Il habite avec sa mère dans cette tour HLM. Malgré leurs 25 kilos de matériel sur les épaules, les militaires empruntent les escaliers plutôt que l'ascenseur, tout simplement pour ne pas risquer d'y rester coincés. Silence requis. Pour défoncer la porte blindée, il déploie un bélier hydraulique ultra puissant. La porte doit céder en moins de 10 secondes pour préserver l'effet de surprise. Donne ta main. Comment tu t'appelles? C'est ça? Ta main, plie ton bras, plie. Ouais, individu interpellé dans chambre 3. En 30 secondes, le jeune homme est immobilisé. Target. Il dormait tranquillement. Il n'a pas eu le temps de réagir. Ok, individu menotté. Venez les gars, individu interpellé. Les militaires inspectent sans ménagement les autres pièces de l'appartement. Vous allez faire quoi là? Vous allez faire quoi là? La mère du suspect est maintenue à l'écart. Mais ça fait plus de 10 minutes que vous nous enfermez dans la chambre, je veux savoir pourquoi on est là. C'est moi la mère, je veux savoir ce qui se passe. C'est tout. Vous faites pas les machins là, vous m'avez pété la porte. Si vous criez, ça n'arrangera rien. Les gendarmes constatent les dégâts qu'ils ont causés. La porte est complètement détruite. Ce sera à la gendarmerie de rembourser. Le jeune homme maîtrisé, les enquêteurs peuvent maintenant pénétrer dans l'appartement en toute sécurité. Conformément à la loi, un officier de police judiciaire signifie ses droits à l'interpellé. Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre de vol avec arme, enlèvement, séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour, vol en réunion et vol aggravé. Ensuite, vous avez le droit de vous taire ou de faire des déclarations. Ok? Le chien renifleur va aussi faire quelques découvertes. Qu'est-ce que c'est ça, cannabis? Le cannabis. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'appartement, les hommes du PI2G surveillent tout allée et venue. Enfin, après 20 minutes, le suspect est emmené. Sa mère n'est toujours pas autorisée à lui parler. Bordel, c'est pas grave. Allez. Madame, Garde la pêche. je vous tiens informé, madame. Ouais, mais tu m'en dis toujours ça, vous ne prenez même pas. Je vous dis que je vous tiendrai informé. Mais j'espère pour vous. Je le ferai. L'intervention a été rapide. C'est le but recherché dans chacune des missions. Au total, 12 hommes ont été mobilisés, alors même que le suspect en fait n'était pas armé. Voilà donc, écoutez, félicitations pour cette mission. La juge en charge de l'affaire salue le capitaine. C'est un succès plein et entier. Donc, Selon elle, cette débauche de moyens est amplement justifiée. On a une délinquance qui a évolué et qui est maintenant un petit peu plus sans foi ni loi. Et donc maintenant, on a une configuration où on a besoin d'unités d'élite et de garant de la sécurité des gendarmes et des policiers qui interpellent. Des pelotons comme celui-ci, il en existe 3 en France. Ils secondent le GIGN, le groupement d'élite de la gendarmerie basé à Versailles, et se répartissent le territoire pour être au plus près des lieux d'intervention. Orange dans le sud-est, Toulouse dans l'ouest. Eux se déploient dans le nord-est de la France. En cas d'urgence, ils doivent être prêts à partir en moins de 30 minutes. C'est à Dijon qu'ils sont installés. Ils sont regroupés avec les autres corps de la gendarmerie à la caserne, une ville dans la ville, où habitent 2000 personnes, des militaires et leurs familles. Ce PI2G, créé il y a 1 an et demi, est une petite équipe de 20 hommes, entre 30 et 44 ans,
Ils touchent en moyenne 2300 € net par mois. Certains ont servi au Kosovo ou en Afghanistan. Pour leur sécurité, nous avons préservé leur anonymat. Comme dans la force d'intervention du GIGN, les femmes ne sont pas admises. D'abord pour des problèmes de promiscuité, mais aussi pour des raisons de résistance physique. Johan est le responsable de l'armurerie. Ok, impeccable. Après chaque intervention, même quand les armes n'ont pas servi, il doit s'assurer du bon état du matériel. Ça se bichonne une arme, on dirait, non? Bah oui, ça se bichonne, oui. C'est notre outil de travail. Hein. Pour pas qu'elle s'en aille, faut pas qu'elle soit encrassée. C'est la base, hein. C'est la base. Les armes sont stockées dans ce local avec porte blindée et digicode. Ils en ont une 60aine. Pistolet automatique, mitraillette, taser, flashball avec balle en caoutchouc, fusil à pompe ou encore carabine. Les moyens sont impressionnants. Donc à la base, c'est une carabine de grande chasse. Voilà, il a été militarisé. Notre théâtre d'opération, c'est pas le Mali ou l'Afghanistan, hein, c'est la cité du coin. Où... Mais justement, est-ce que tout cet armement n'est pas un peu démesuré? Bah, c'est pas démesuré dans la mesure où on peut aussi bien faire, on va dire, un forcené lambda. On peut être aussi amené à intervenir sur une prise d'otage. Donc avec en face des clients du genre un terroriste, il faut toujours s'attendre au pire en fait. On ne sait jamais vraiment non, sur qui on va tomber. Pour se préparer au pire, donc, ils passent l'essentiel de leur temps de travail à s'entraîner. Chaque jour, ils apprennent les techniques de sport de combat très en vogue dans les cités. Et 2 fois par semaine, ils s'exercent au tir dans une carrière à la périphérie de la ville. Et avec l'attirail complet. On est équipé comme en réel. On essaye de reproduire au maximum ce qu'on rencontre sur le terrain. Donc si on s'entraîne en léger, puis après on passe en lourd, forcément il va y avoir une différence. Ils s'entraînent donc aussi à balles réelles. 9 mm. Ce matin-là, simulation d'une prise d'otage. Progresse. Le tireur d'élite doit pouvoir toucher un carré de 15 cm de côté à 200 mètres de distance. Il ne faut pas tuer le ravisseur, mais le neutraliser, c'est-à-dire le mettre hors d'état de nuire. Les hommes visent les épaules, jamais la tête. Ils ne tirent qu'en cas de légitime défense ou quand la vie d'un otage est en danger. Ça vous est arrivé, ici, dans l'équipe, de tuer des gens? Je crois pas. Non, je pense pas. Hein. Des ouvertures du feu, oui. Mais heureusement, pour l'instant, jamais jusqu'au coup de feu ultime, quoi. En 1 an et demi de service, il n'y a jamais eu aucun blessé par arme à feu. Pour qu'une intervention réussisse, il y a souvent un travail méticuleux de repérage à réaliser. Ce jour-là, le peloton a été appelé par les gendarmes de Nancy pour interpeller un dealer dans une cité de la ville. Allez, on y va les gars, parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Alors, nature d'infraction, on est sur un trafic de stupéfiants. Avec les informations des enquêteurs, le capitaine Olivier briefe les 12 hommes qui vont intervenir le lendemain. Le dealer cache sa drogue dans une voiture, stationnée en plein milieu de la cité. Ironie de l'histoire, c'est un ancien véhicule de la gendarmerie acheté d'occasion. Donc, il propose de l'héroïne à 8, 12, 15 ou 20 € le gramme, ainsi que de la coke à 100 € le gramme. Le trafic est estimé à 100 000 € par mois. L'homme est connu pour violence avec arme. Il est sur écoute depuis 3 mois. Les enquêteurs ont aussi pu le suivre et même le filmer. Donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est un peu sa manière d'opérer. En l'occurrence, là, ce jour-là, vous avez pu remarquer qu'il laisse la porte ouverte et récupère la sacoche qui, visiblement, est cachée sous le siège passager avant. Dans la voiture, une Twingo, il récupère la sacoche avec la drogue, qu'il va ensuite revendre ailleurs dans la cité. Là, il est resté 32 secondes dans la voiture. C'est à ce moment que les gendarmes cachés dans plusieurs véhicules banalisés devront surgir pour prendre l'homme en flagrant délit. Au top action, en fait, c'est le coup de pied dans la fourmilière et tout d'un coup, on a les fourmis qui sortent de partout, quoi. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce type d'intervention? L'important, c'est qu'on ne se fasse pas déceler. Parce que si les conditions sont mauvaises pour l'interpellation, ça peut mettre à plat le travail des enquêteurs depuis des mois et des mois, quoi. Pour rester discret, les gendarmes ont quelques astuces. Avant le départ, ils modifient le numéro d'immatriculation de leur véhicule.
On maquille le véhicule, ce qu'on appelle maquiller le véhicule, c'est-à-dire que là... En fait, il change de plaque pour passer inaperçu. Des plaques d'immatriculation en 50. Même ruse pour les hommes eux-mêmes. La tenue de peintre, une combinaison toute simple bleue de travail. Donc c'est une tenue qu'on achète à Bricorama, qu'on peut mettre... Ils disposent ainsi de toute une panoplie de combinaisons civiles pour se fondre dans le décor. C'est vraiment inaperçu? Ouais. Des attitudes, des regards qui peuvent vous trahir? Non. Enfin, pour l'instant, on n'a jamais été ce qu'on appelle dans le jargon détronché, donc on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, vous avez l'arme sur vous quand vous êtes déguisé comme ça? Bien sûr, ouais. 2h30 de route jusqu'à Nancy. L'interpellation est prévue le lendemain dans l'après-midi. Cette fois-là, les gendarmes dorment à l'hôtel, un 2 étoiles. Ah, tu prends le grand lit? C'est pas mal, c'est confort, quoi. Les circonstances font qu'on est à l'hôtel, sinon c'est quasiment systématiquement des casernes, des bases aériennes, voilà, on est toujours plus ou moins dans le milieu militaire. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intimité quand même. Oh, là je trouve que... De toute façon, ça fait un moment... Ouais. On n'est pas là pour beaucoup d'heures, on va dormir à 5 heures, pas plus. Donc ça nous suffit largement, c'est même bien. Olivier, le capitaine, est lui en reconnaissance sur les lieux de l'intervention, dans la cité du dealer à interpeller. Il est 1h du matin. À cette heure-là, le quartier est calme. Par là-bas, tu vois. Selon les enquêteurs, c'est sur ce parking que l'homme gare sa voiture qui sert de cachette à la drogue. Il y a une place à côté de la cuve. Je vais voir. Les renseignements sont exacts. Voici la Twingo, là, au milieu du parking. Et coup de chance, il y a une place juste à côté. C'est ce que le capitaine espérait. Pour moi, de ce que je vois, c'est clair sur mon parking. Il envoie l'un de ses hommes y garer une voiture banalisée, en fait un leurre. C'est de cet emplacement que le capitaine prévoit de lancer l'assaut le lendemain. Il récupère son collègue, habillé en survêtement capuche pour passer inaperçu. Ouais, c'est bon. L'étau se resserre sur le dealer. « 11h le lendemain matin. Les hommes finissent de se préparer. Ils se cachent dans 2 fourgonnettes. C'est bon les gars? Ouais, c'est bon. Dans la cité, derrière les fenêtres de cet immeuble de bureau, le capitaine Olivier est lui déjà en planque, avec 2 collègues de la brigade de recherche. Pour les besoins de leur enquête, ils ont réquisitionné les lieux auprès du propriétaire, un office HLM. Sur commission rogatoire du juge, ils auraient pu aussi demander à occuper un appartement du quartier. Cela fait 3 mois qu'ils espionnent le trafiquant, un jour sur 2, depuis ses bureaux vides avec vue imprenable sur le parking et la fameuse Twingo. De 15h à 17h, il vend. Et ensuite, il fait une petite pause. Et à compter de 18h30 à 20h, ça continue. C'est de ce poste d'observation que le capitaine dirige les opérations. C'est bon, Chris, vas-y, ouais. Il fait d'abord bouger la voiture banalisée qu'il a positionnée pendant la nuit. Nickel. Pour laisser la place à la première fourgonnette du pays de G, avec à l'intérieur les hommes en uniforme. Grâce à ce tour de passe-passe, ils sont au plus près de la voiture du dealer pour l'arrestation. Voilà, entre l'espace et le Picasso. La deuxième fourgonnette vient se positionner un peu plus loin. Le piège est maintenant en place. Dans les fourgonnettes, sans un bruit et dans le noir, les hommes vont attendre le feu vert du capitaine. Cela peut prendre plusieurs heures. Olivier communiquera avec eux par oreillette. Reste à attendre le dealer, qui ne va pas tarder à faire son apparition. Il est en train de se diriger vers le square. L'homme est au pied de l'immeuble et traverse un square pour enfants. Les gendarmes le distinguent à peine, dans le coin de la fenêtre à droite. Il est avec un groupe
de 5 ou 6 jeunes, ils sont en train de manger. Les hommes n'interviennent pas. Ils veulent surprendre le suspect dans sa voiture, la drogue à la main. Et à 14h45, à l'heure prévue, c'est parti, il bouge. Il est prioritaire, moi, à tous, c'est un vert engagement. La target revient à son véhicule. C'est maintenant que tout se joue. Il se dirige côté conducteur. Côté conducteur. Attends. Il ouvre la voiture. Côté conducteur, il est assis, ferme la porte. Top action, top action, top action, top action. Tes jambes. Pas de problème. L'homme ne résiste pas. Le capitaine sort de sa planque. Le risque maintenant, c'est que des riverains paniquent. Restez pas là, madame, n'ayez pas peur. Allez plutôt par là-bas. Ou que d'éventuels complices tentent de riposter. À part quelques curieux, la scène n'attire personne. Les enquêteurs prennent le relais. Ils mettent la Twingo sous scellé. Ils y retrouveront 15 000 € en liquide et un peu plus de 2 kilos d'héroïne, d'une valeur marchande de plus de 40 000 €. L'homme sera mis en examen pour trafic de stupéfiants. Depuis sa création, il y a 1 an et demi, le PIDG de Dijon a interpellé plus de 120 personnes. Mercredi dernier, 13h. On va tous, équipe Alpha, nous préparer avec les tracts. Les hommes du raid, l'unité d'élite de la police nationale, prennent position dans cette rue d'une ville de banlieue parisienne. Ce sont ces mêmes équipes qui étaient présentes lors de la prise d'otage à l'hypercachère de Vincennes. Le quartier est totalement bouclé. 2 forcenés sont retranchés dans leur appartement, au dernier étage de cet immeuble. Ils menacent de tout faire sauter. Tatiana, 41 ans, est l'un des 6 négociateurs du raid. Aujourd'hui, c'est elle qui va devoir parlementer avec les forcenés. Donc là, on a un couple ou une femme isolée, on ne sait pas trop encore, qui est menacée d'expulsion. Donc ils ont précisé qu'ils étaient détenteurs de bonbonnes de gaz et que si on approchait, ils n'hésiteraient pas à tout faire sauter. Voilà. La menace est considérée comme très sérieuse. Bonjour. La première à l'avoir entendue, c'est cette femme, un huissier de justice. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je fais partie du groupe de négociation. Non, tout à fait. 3 heures plus tôt, elle s'est présentée ici avec un policier et un avis d'expulsion. Ça n'a pas été évoqué derrière la porte ou pas? C'est un dossier que vous avez depuis combien de temps? Ah bah écoutez, on doit l'avoir depuis 2013. 2013. Voilà. Alors un dossier depuis 2013, ça sous-entend qu'elle est en défaut de paiement, c'est ça la raison de l'expulsion? D'accord. Donc ça fait depuis 2013... L'appartement est une chambre de bonne, de 9 mètres carrés. Le bail est au nom d'une femme de 45 ans, d'origine roumaine. Elle doit plus de 10 000 € de loyer impayé. Plus elle en sait, plus la négociatrice a une chance d'aboutir. Oui. Ça, ce sont des copies. Est-ce que je peux vous les emprunter juste pour les lire, m'en imprégner et je vous les rendrai? En attendant le début de la négociation, une dizaine d'hommes du raid, surarmés, vont prendre position au 4e étage, près de l'appartement. Pour sécuriser la zone, ils peuvent aussi compter sur leur sniper. Là où il y a le rideau, là? Ouais, c'est ça. Si, ok, d'accord. Tracez là à droite. 2 hommes et une femme, des tireurs d'élite. Ils sont guidés par un policier qui a repéré les lieux et trouvé une position de tir. Dans l'immeuble voisin, sur le toit de cette entreprise. On arrive sur la terrasse. Les 3 snipers
sont spécialement entraînés pour les tirs de précision. Ils peuvent atteindre une cible à 600 mètres. Sur ce toit, ils sont à 16 mètres de la fenêtre de la chambre. Grâce à leur position et leur vision, ils tentent de renseigner leurs collègues sur ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Essaye de chauffer peut-être le rideau un peu coloré, là, dans l'angle à droite. T'as une légère ouverture. Mais dans ce genre de cas, le dénouement de la crise repose surtout sur la négociation. Là, le négociateur, il est hyper important parce que c'est lui qui a la main dessus, surtout sur ce genre de personnes. C'est des personnes qui sont alors, en détresse, qui ont une détresse sociale. Donc là, la négo est vraiment importante, plus que l'intervention. Un quart d'heure après l'arrivée du raid, Tatiana s'apprête à entamer la négociation. Les forcenés ne savent pas que les policiers d'élite sont là. Ils ont pris position en silence. Ils chuchotent pour ne pas être repérés. Il y a un collègue qui est en train de protéger, donc tu vas traverser grâce à lui. Oui. Tu vas te mettre de l'autre côté, donc tu seras au plus près de la porte, sans être dans l'autre dispo. Ok, ça marche, parfait. Madame, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Tout va bien, madame? Pardon? Est-ce que tout va bien, madame? Ça va? D'accord. Vous êtes avec quelqu'un, madame? Tatiana est protégée par un collègue qui tient un bouclier et un pistolet. Je m'appelle Tatiana et je fais partie de la police. Vous m'entendez? Un homme, le mari de la locataire, est aussi présent dans la chambre, mais c'est la femme qui menace. J'ai bien compris. D'accord. Rester comme ça, enfermé et en menaçant de vous faire du mal, vous comprenez que c'est pas la meilleure solution. D'accord? C'est bien, madame. Si vous pensez comme ça, c'est bien. Oui, c'est comme ça que je pense et c'est comme ça que je souhaiterais vous aider. D'accord? Mais je ne peux pas le faire toute seule. Il va falloir que vous m'aidiez à vous aider. D'accord? Ouais. Ok. Donc pour ça, il va vous falloir me faire confiance au moins un tout petit peu. D'accord? Ouais. Ok. Aux étages inférieurs, une dizaine de pompiers est en alerte. Le raid a fait couper le gaz de ville. Un chien d'assaut est là, si nécessaire. Personne ne sait si le couple dispose de bonbonnes de gaz. Bon, merci infiniment. Bon restaurant à bord. Le bas de l'immeuble n'a pas été évacué. Cette dame, qui se retrouve face aux policiers d'élite, est un peu décontenancée. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour les travaux? Vous êtes harnaché comme la police, hein? Est-ce qu'on peut contacter la sous-préfecture pour un hôtel, une chambre, un bon d'hôtel? Pour aider Tatiana dans sa négociation, tout le monde cherche des solutions. Pendant 30 minutes, par téléphone, le commissaire de la ville tente de trouver un hébergement d'urgence pour le couple. 2 ou 3 nuits de bon d'hôtel, c'est OK. OK, je te remercie, Patrick. Il finit par y arriver et transmet l'information au commissaire du raid. Vous allez trouver 2 ou 3 nuits. Au 4e étage, Tatiana est avertie. Elle propose la solution au couple. Pour vous faire un bon d'hôtel pour que vous ne soyez pas dehors. Et ça, c'est important, d'accord? Non, madame, voilà, vous nous relogez, voilà. Mais pas pour une semaine, sinon on va se crever aujourd'hui. Et avec nous, tout l'immeuble va sauter. Voilà, c'est tout, madame. Les négociateurs du raid ont un principe. Ne jamais mentir, pour rester crédibles s'ils ont affaire 2 fois à la même personne. Si vous acceptez, d'accord? Vous pouvez pas rester comme ça. C'est pas une vie, d'accord? Au cours de la discussion, le mari parle peu. Tatiana le sent plus calme et coopératif, mais dès qu'il cède du terrain, sa femme reprend l'ascendant. Après 2 heures de négociation, c'est l'impasse. Les équipes d'intervention se préparent. Ces 2 hommes, des varapeurs, vont se placer sur le toit de l'immeuble. Je vais sortir. À côté de la fenêtre de la chambre. D'ici, ils peuvent entrer en urgence ou empêcher les forcenés de se jeter dans le vide. Par précaution, un matelas a aussi été gonflé.
À 15h30, 5 heures après le début de la crise, l'assaut est donné. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, rentre. Allez, c'est parti, bien. Je vais rentrer, allez, allez. Je vais café maintenant. Le gaz, c'est ouvert, c'est bon. Le couple ne disposait pas de bonbonnes de gaz individuelles. 2 collègues qui s'occupent du bonhomme. Les forcenés ont été arrêtés. Les policiers du commissariat de la ville prennent le relais. Le couple est menotté et va être placé en garde à vue. Poursuivis pour menace de commettre une destruction dangereuse pour les personnes, ils ont été jugés vendredi en comparution immédiate. Ils ont écopé de 3 mois de prison avec sursis. Pendant ces 2 heures de négociation avec les forcenés, Tatiana n'a jamais pu raisonner la femme. On n'a pas réussi à capter l'un ou l'autre des individus parce que finalement ils font cette négociation à deux. Elle a vraiment l'ascendant. On n'a pas réussi à l'évincer du dispositif. Donc là, c'est assez compliqué. En moyenne, les négociateurs du raid arrivent à leur fin 8 fois sur 10. Ça commence toujours ici, au siège du raid, en banlieue parisienne, par un appareil qui se met à biper. Alerte prise d'otage, maison d'arrêt. Donc voilà. Donc là, on est officiellement saisi. On va partir. Voilà. Ce jour-là, une prise d'otage vient d'être signalée à la prison de Saint-Maur, à 250 km de leur QG. C'est à nouveau Tatiana qui va gérer la crise. Elle travaille au raid depuis 11 ans. La prise d'otage aurait commencé suite à une bagarre entre 2 détenus. L'un d'eux, muni d'un couteau artisanal, retient un surveillant en otage. Dans le bureau des chefs du service, premières informations en provenance de la prison et premier sujet d'inquiétude. Donc, ils sont dans le bureau du surveillant. Le surveillant avait un trousseau de clés sur lui. Généralement, c'est le cas, d'accord, qui donne accès à quelle ouverture de toutes les portes de toutes les cellules du bâtiment. D'accord. Ah oui, donc il a vraiment accès à tout le bâtiment. Les risques sont nombreux. Le détenu pourrait tenter de s'évader ou agresser son otage. Ouais. Comme à chaque fois, les hommes du raid n'ont pas plus de 30 minutes pour se préparer. Un convoi de 11 voitures et 33 policiers quitte le QG. Il y a plus de 2 heures de route. Alors, sur le chemin, le travail ne s'arrête pas. Tatiana est en contact permanent avec la prison, où un surveillant a parlé par téléphone avec le preneur d'otages. D'accord. Il a l'air inquiet ou pas du tout? Dans une autre voiture, qui file à 180 km/h, il y a en soutien Stéphane, un ancien de la BAC, négociateur depuis 1 an, ainsi qu'une psychologue chargée de donner des conseils au fil de la négociation. 22 heures, le convoi arrive. Et vous allez vous garer dans la cour où vous allez... Donc là, pour l'instant, il est toujours enfermé. On va attaquer la négo, et puis on va voir ce que ça va donner. Là encore, Tatiana n'entrera pas en scène avant que les groupes d'intervention ne soient prêts à passer à l'action. Pendant que le raid prend position, la situation à l'intérieur de la prison, qui accueille 200 détenus, est calme. Jusque-là, ce sont les équipes d'intervention de l'administration pénitentiaire, les ERIS, qui ont géré la crise. Ils ont appelé le raid car ils n'ont pas de négociateur. On reproduit le schéma qu'on a mis... Oui, bien sûr, ouais. Le forcené a 21 ans. C'est un voleur récidiviste qui purge une peine de 5 ans. C'est lui. C'est jaune? Oui. Il est incarcéré dans cette centrale réservée aux longues peines, car il a déjà commis 2 prises d'otages. J'étais intervenu sur lui, il avait 16 ans. Ok. Et le surveillant. Marié, des enfants? Il a une femme. Je n'ai pas d'autres infos sur le... Il est en bonne santé, lui. Ça fait 3 ans qu'il est ici, très bonne santé. Le jeune preneur d'otages demande à être transféré dans une autre prison, car il s'est violemment disputé il y a quelques jours avec un caïd. Il a peur de représailles. Il est retranché avec son otage.
derrière cette porte bleue. Depuis maintenant 6 heures. Au téléphone, c'est avec ce gardien à gauche qu'il a le plus parlé. Tatiana l'interroge pour comprendre son état d'esprit. Il a demandé à avoir du tabac. Bon, j'ai ouvert la porte, il y avait le meuble. Il avait mis un gobelet, il m'a dit tu poses à côté du gobelet. Donc là, je voyais eux dessus, mais je les voyais pas eux. D'accord. Je lui ai dit écoute, si tu veux que je ferme la porte, moi je veux voir le surveillant. Donc il a fait apparaître le surveillant. J'ai dit moi je veux voir ses mains. Le surveillant m'a fait coucou, m'a dit ça va, il n'était pas attaché, rien du tout. D'accord. Les forces d'intervention sont maintenant prêtes. Avant de contacter le preneur d'otages, Tatiana prend les toutes dernières informations. Mais le détenu s'impatiente. Le mec à Haute-Bois, là, il demande d'être appelé par quelqu'un. Ouais. Sinon, il menace le mec. Voilà. Il menace là? Là, il fait des menaces? Ok, ça marche. Ok, alors je prends. Par contre, il faut qu'il ait le sentiment qu'il est tenu. C'est ça. C'est pas le bouton à toucher. D'accord. Oui, allô? Vous êtes la négociatrice? Oui, bonjour. Monsieur, c'est ça? Ah, c'est ça. Oui, bonjour. Je m'appelle Tatiana, effectivement, je suis la négociatrice du RAID. Bon, bah, moi, ce que je vous propose pour faire une bonne négociation entre vous et moi, bah, je connais un peu la police, donc si vous montez, je le serai. Ok. D'une manière ou d'une autre, de toute manière. Donc moi, ce que je vous propose, je vous prends pas pour des cons, vous ne me prenez pas pour un con. Dès le premier contact, il ne parle plus de ses revendications, mais va poser ses conditions pour se rendre. Il a peur d'être malmené physiquement par les policiers. Moi, la seule chose que je peux vous dire, je tiens toujours mes paroles, s'il y a la RAID en garde à vue avec moi... Si, le RAID, non. Je promets qu'à la fin de la garde à vue, vous allez être obligé de me tuer. Sur de petites ardoises, Stéphane, l'autre négociateur du RAID, passe des consignes pour la guider dans la négociation. Je sais bien. Vous savez comment on travaille. Moi, si je vous dis qu'il n'y aura pas de fonctionnaire du RAID avec vous en garde à vue, il n'y aura pas de fonctionnaire du RAID en garde à vue. Tatiana cherche à gagner du temps et à obtenir des informations sur la situation dans le huis clos de la cellule. Est-ce que vous avez sur vous une arme, un pic ou quelque chose qui peut vous nuire ou nuire aux intervenants? J'ai un couteau, ouais. D'accord. C'est un couteau artisanal. Est-ce que vous pouvez me décrire ce couteau, s'il vous plaît? C'est un couteau de combat. Couteau de combat. Bon, je rigole, c'est un bon. couteau de cantine. Couteau de cantine, d'accord. Pour éviter toute réaction violente, Tatiana, à la demande du chef de l'intervention, lui demande de se débarrasser de son arme. Le couteau par la fenêtre. Si vous voulez savoir, vous pouvez pas passer à travers la fenêtre. Est-ce que vous pouvez jeter le couteau par la fenêtre? C'est ça ma question. Moi, je peux, oui, je peux passer, oui. D'accord. Pour ne pas le braquer à ce moment crucial, les négociateurs vont céder à une curieuse requête. Il veut récupérer un t-shirt. Alors, je peux demander pour le t-shirt déjà? Votre t-shirt, il est comment? C'est un t-shirt à manches longues? Kalenji noir, manches longues. Avec des rayures rouges. C'est possible de ne pas discuter avec moi le temps qui passe dans le couloir? Oui, bien sûr, pas de souci. Vous vous rappelez? Oui, pas de problème. D'accord, merci. À tout de suite. Le surveillant s'annonce en passant devant la porte bleue. C'est moi qui passe. Il montre qu'il marche sans nervosité jusqu'à la cellule du détenu, avant de revenir avec le fameux t-shirt. Tatiana profite de ce temps pour informer son collègue de l'équipe d'intervention. Il n'a pas l'air de vouloir sortir. Il a un couteau. Il a peur surtout de se faire apparemment, il s'est fait taser rentrer par dedans, Chine. tu vois, au moment de l'interpellation. Tandis que s'il est à genoux dans la pièce, il a plus de sécurité. Il voudrait se S'il présenter. dégage les meubles pour laisser l'otage sortir, qu'après il jette le couteau par la fenêtre, nous on n'a aucune raison de le taser. Donc il n'y a pas de souci. Allô? Oui, j'ai le t-shirt. J'ai le t-shirt. Vous puissiez le récupérer. Reste un point délicat à négocier. Les conditions très précises de la libération du surveillant. Donc là, le plus simple et le plus sécurisant, aussi pour vous, d'accord? C'est d'ouvrir la porte, ok? Vous m'avez parlé d'un encombrement avec le meuble. Moi, je vous suggère de pousser ce meuble, d'accord? Et de laisser sortir monsieur... Donc, à ce moment-là, vous pouvez jeter le couteau par la fenêtre. Et ensuite, s'il n'y a pas de souci avec ça, puisque vous préférez que ce soit les collègues qui viennent vous chercher, ils vont rentrer pour vous récupérer. Ok, bon, bah, je vous dis.
Moi, pour l'instant, ça me convient. Ok, parfait. Après, la table, je vais la pousser, mais de quoi laisser passer un de vos binômes, pas plus. Ça vous va? Je veux dire, c'est bon. Ça, c'est pas moi qui le valide. Ok? C'est bon, on fait signe, ok. On fait signe, ok. D'accord. Donc vous me dites, ok, Tatiana, monsieur il ouvre la porte, monsieur il pousse les meubles et il sort. Ouais. Bon, ok. Ce que je viens de faire là, c'est que déjà, j'ai jeté le couteau déjà. D'accord. Bon, bah, je vais pas procéder dans l'ordre, mais je préférais faire comme ça. Bon, alors, vous me le dites, là, vous jetez le couteau? Non, j'ai jeté, ça y est. Allez, il a jeté le couteau. Il a jeté le couteau. Attends, il a jeté le couteau. Ouais, donc on me confirme par la négo qu'il vient de jeter le couteau, ce qui a été observé par les Oméga. Le couteau a été récupéré. L'opération de reddition peut commencer. Vous raccrochez? C'est l'otage. Ok, ça marche. C'est l'otage qui va sortir, hein. C'est monsieur qui va sortir en premier, on est d'accord? Ok. Il a raccroché. Maintenant, je l'ai plus... Ok. Sors, mets tes mains sur la tête, derrière moi. Ok, donc sortie de l'otage et récupération de l'otage par les guéris. Vous suivez les gars de Trinôme, vas-y. Vous l'emmenez où? C'est bon, on peut y aller. C'est ok pour la négo, c'est vu avec lui, tu peux y aller. On peut y aller? Ouais. Allez, 2 les gars. On y va les gars. Allez. Juju, prépare-toi à tirer. Tu m'entends? Reste les mains sur la tête, reste les mains outelles, d'accord? Ouais, c'est bon. Reste les mains bien levées. Non, ta mère. Alors, tranquillement, laisse les mains où tu es. Non. Ok, c'est bon, Recours. T'as rien d'autre sur toi? Non. On va le mettre dans le couloir, oui. Mets-le là-bas. Là. Voilà. Les gars, finissez la pièce avec Cédric. Avec cette prise d'otage, le détenu risque jusqu'à 5 ans de détention supplémentaire. Il a été depuis transféré dans une autre prison. Au petit matin, descente de police dans une cité d'Aubervilliers. Ces enquêteurs de la brigade de protection des familles cherchent à interpeller un jeune homme de 18 ans. Un multirécidiviste connu pour vol, trafic de stupéfiants, effraction, escroquerie. Bonjour madame, c'est le commissariat d'Aubervilliers. Cette fois, il le soupçonne d'avoir frappé une jeune fille de 15 ans. Bonjour. Ah, c'est pour qui là? C'est pour qui? Putain. Merci. Eh si, allez viens, dépêche-toi, on y va. Eh vas-y, reste pas à l'heure, Non, c'est pas comme ça. T'es pas tout seul dans cette histoire, et j'ai tout expliqué. Allez, viens. Tu sais, je vais te dire pourquoi t'es interpellé. Tu connais. Voilà, t'as compris? Et voilà. 2 autres suspects sont interpellés simultanément dans la ville, soupçonnés d'être impliqués eux aussi dans le tabassage de l'adolescente. Patrick, un enquêteur du service, est chargé de mener la première audition du suspect, en présence de son avocate. Il s'appuie sur les déclarations de l'adolescente qui a déposé plainte. Juste votre carte, s'il vous plaît, maître. Merci beaucoup. Est-ce que tu connais une dénommée? Oui, je la connais. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Je l'ai croisé. Vas-y, ouais. Et je l'ai croisé. Après, comme elle avait raconté des histoires fausses sur moi. Elle raconte quoi exactement sur toi? Des trucs bizarres. Ok. Après, ben, moi, j'ai fait l'enfant. Je suis rentré dans son jeu. T'as fait quoi? T'as fait l'enfant? Ouais, j'ai fait l'enfant, là, je suis rentré dans son jeu, après, je l'ai frappé. C'est-à-dire? T'as fait l'enfant, tu l'as frappé exactement. C'est quoi? Je lui ai mis des claques. Après, j'avais un bâton, je lui mettais des coups de bâton. Tu l'avais avec toi le bâton? Ouais. Et je lui mettais des petits coups. C'était quoi comme bâton? Un petit bâton, c'était. En bois? Ouais, en bois. Tu sais ce qu'elle a au moins ou pas? Ouais, T'as entendu? Je vais te dire un petit peu ce qu'elle a fait à l'hôpital. Elle a 6 jours d'ITT déjà, hein, d'accord? Donc, elle a une échymose sur la tempe gauche. Elle a des échymoses sur le bras gauche, face antérieure, le coude droit, la cuisse gauche, le mollet gauche, la cuisse droite et le mollet droit. Donc t'es sûr que tu lui as mis que des claques et des petits coups de bâton? Ouais. Le truc c'est qu'il y a des témoins qui disent que tu l'as quand même un peu roué de coups à un moment donné. Ouais, sûrement. Mais je me rappelle plus trop parce que ça fait un peu longtemps. Apparemment tu l'as suivi, tu l'as enfermé dans le hall du... Là tu l'as encore roué de coups. Donc t'es sûr que tu l'as mis que des claques? Tu sais, il vaut mieux que tu me dises la vérité. Je l'ai frappé, tu sais. C'est-à-dire, tu l'as frappé? Je lui ai mis des coups. Des coups de quoi? Coups de poing? Non, des barres. Et le bâton, c'était pas une barre de fer plutôt que t'avais? Ouais, c'était même pas une barre de fer. C'était une antenne de voiture. Ah, voilà, tu vois. Est-ce que quand même tu prends conscience des coups que t'as portés à quand même, c'est... Déjà, on frappe pas une femme pour commencer. Je pense que t'aimerais pas qu'on fasse ça à ta petite sœur, à ta maman, des trucs comme ça. Ouais, moi je suis désolé. Hein. Je voulais pas que ça en arrive là. Franchement, là, je suis désolé en y repensant. C'est pas quelque chose de bien. Après cette première audition, un complice présumé de l'agression, lui aussi connu du service, est à son tour interrogé par un autre policier. Il est très décontracté face à l'enquêteur. Alors toi, elle t'a reconnu sur le fichier, parce que c'est le fichier qu'on a. Comment, en photo? Ouais, sur les photos, bah, t'es déjà inscrit dans nos fichiers. Non, ma photo, je suis beau. Et voilà. Donc, elle t'a reconnu sur cette photo-là. C'est passé quoi avec elle le 18 septembre? Bon, vas-y. Je sais pas, il lui disait ouais, pourquoi t'as dit ça sur moi? Pourquoi t'as menti sur moi et tout ça, nanani. Après, il l'a tapé. Et moi, ensuite, il l'a tapé. Vous voyez, elle commençait à s'évanouir de toute façon. Et moi, je lui ai mis des claques et tout. Au début, moi, je lui mettais des claques pour qu'elle se réveille. Après, elle dit ouais, pourquoi tu me frappes? Après, j'ai dit, là, tu veux que je te frappe, tout ça. Après, je lui ai mis 2-3 claques, je crois. Et des bonnes blagues, des bonnes blagues. Moi, je regrette d'avoir fait ça. S'il y a des excuses à aller présenter, moi, je suis prêt. Hein. Je regrette. Des faits reconnus sans difficulté, des regrets apparents, mais pour les policiers, un degré de violence élevé qui semble être devenu la norme chez des mineurs de plus en plus jeunes. Apparemment, c'était son ancienne copine, mais ça le dérange pas de la frapper une semaine après, et puis de leur rouer de coups et de repartir. Aller manger un grec, c'est devenu normal. En fait, c'est normal pour eux. C'est la norme pour eux. Ils ont un différent, ils cognent. Pour eux, la fille n'est pas l'égale de l'homme. Ah oui. Loin de là, loin de là. Ouais. Pour eux, ils n'ont pas la notion de frapper. Combien de fois ils nous ont dit, on frappe pas, on éduque. Rentre, assieds-toi sur la chaise au fond là-bas. Madame, vous pouvez rentrer aussi. La jeune victime de 15 ans est convoquée au commissariat. Elle est accompagnée par sa sœur. Ses agresseurs présumés vont lui être présentés derrière une vitre sans teint. Serre-toi. Voilà. Numéro 4. Il m'a suivi avec un essuie-glace et il m'a frappé avec. D'accord. Donc tu confirmes que c'est bien lui qui t'avait fait tout ça? Oui. Ok. À côté, numéro 2. Ok. Il avait fait quoi? Il m'en a mis une pour me relever et en me relevant, il m'en a mis une deuxième. Voilà, ok. Je sais pas comment cette histoire va s'en finir, mais... Je sais pas du tout. Je vous assure que j'en ai la boule au ventre. Ouais, je comprends. Ma soeur, voilà, c'est elle qui va s'en prendre. Tout le quartier est en train de lui dire ouais, s'il tombe, c'est à cause de toi. S'il tombe, c'est à cause de lui. Ouais. Oui, je sais, mais vous connaissez comment ça. Oui, moi, je peux pas être derrière ma soeur tous les jours. Un jour, ils vont me la prendre, ils vont la mettre dans une cave. Et vous savez, nous, on est des gens sans problème, sans histoire. Bien sûr, bien sûr. Dans cette affaire, il n'y aura pas de sanction. Le principal suspect s'en sortira cette fois avec un rappel à la loi. Aubervilliers, 76 000 habitants.
le taux de délinquance y est l'un des plus élevés de France. Une ville frappée par une économie de survie à ciel ouvert. Trafic de cigarettes vendues à la sauvette ou mécanique sauvage sur les trottoirs avec ses garagistes de fortune. Une partie de la ville est classée depuis 2012 en zone de sécurité prioritaire. Mathieu, tu reprends le volant, s'il te plaît. Vous descendez, vous vous levez. Des patrouilles sur le terrain, mais aussi un travail d'investigation mené depuis ce bâtiment de briques rouges, le commissariat d'Aubervilliers. 150 fonctionnaires travaillent ici, sous la direction d'une femme, une commissaire, Fabienne Azalbert. Ça va être une semaine assez chargée. On m'a parlé d'abord des affaires judiciaires. Elle et ses équipes gèrent une dizaine de gardes à vue chaque jour. Trafic de stupéfiants, affaires de mœurs, mais aussi une spécialité locale, le vol à la portière. Ces images ont été tournées par la police. Des jeunes en scooter cherchent une proie dans les rues de la ville. Ils nous ont pas vus, les gars. Ça va taper là. Zoom, zoom. Oh putain, il va taper. Il adresse, il faut l'adresse. Belle incendie. Le vol n'a duré que quelques secondes. Et vous les lâchez pas, les gars. Cette fois, les voleurs réussissent à prendre la fuite au prix de multiples risques. Ils se séparent. Depuis 3 mois, ce policier surveille un groupe de jeunes particulièrement chevronnés. Donc on les voit tourner d'abord. C'est toujours comme ça, ils font des petits tours et ils cherchent à repérer. Vous allez voir, ils jettent des coups d'œil à l'intérieur des véhicules. Voilà, on les voit regarder à l'intérieur des véhicules. Là, vous voyez, on les voit vraiment bien regarder. En général, ils s'en prennent à des femmes seules, donc qui posent leur sac à main sur le siège passager. Les mains dans les poches pour tenir les silex. Pour briser les vitres, ils utilisent ces petits cailloux aiguisés, ici placés sous scellés. Ils les frottent les uns contre les autres, ils les balancent sur la vitre, et après, soit la vitre explose toute seule, enfin avec les silex, soit c'est l'aide de la main qui rentre qui va terminer le travail. Un vol particulièrement traumatisant pour les victimes. En 3 mois, suite à des surveillances, des recoupements téléphoniques et même des analyses génétiques, les enquêteurs pensent pouvoir attribuer 24 agressions commises dans le même secteur à une seule équipe. L'interpellation est prévue ce matin. Fred et ses collègues sont chargés d'arrêter le leader présumé du groupe, un mineur de 17 ans, trahi par son ADN. Kevin, il a pris le bélier? Ouais. Oui, dans le coffre. Kevin, il casse la lourde. Leur objectif, nous l'appellerons Michael, ne dort pas chez lui, mais dans un foyer éducatif de la région parisienne où il a été placé par un juge. Là, c'est bon, on arrive au foyer. C'est moi. On vient t'interpeller. Tu te lèves? Donc 7h12, je te place en arrivée pour des faits de vol en réunion, précédé de dégradation. Les policiers ramènent Michael au commissariat. Ta casquette, de toute façon, tu vas pas la mettre en garde à vue, ta casquette. Il est un habitué des lieux. Il y a été interrogé à de multiples reprises pour un seul et même délit, les vols à la portière. Assis-toi. Bien. Fred et Antoine le connaissent bien. Le dialogue est facile. Premier réflexe, regardez les photos dans son téléphone. Et ça fait les coques, et ça fait les coques en moto, et ça fait les coques comme machin. Oh, la classe! Qui c'est qui fait le coq comme ça? Quoi? Qui c'est qui fait le coq? T'as vu plein de pognon là. Je sais pas, demande-lui. Hein? Demande-lui. Ouais, je vais demander, ouais. J'ai fait quoi encore là, franchement? Hein? Et d'après toi, pourquoi c'est le bon bas? Explique-moi. Moi, il y a encore des bon bas. Pourquoi? Moi, Pourquoi t'es devant moi?
Est-ce que tu crois que je suis venu te chercher par hasard? Non, tu vas m'accuser de quel vol encore? Hein? Ah, c'est pas, je vais pas t'accuser. Je sais. Je suis venu pourquoi? Pour des quoi? Vas-y. Pour des faits de vol. Pour des faits de vol? Ouais. Vas-y. Des vols quoi? À la portière. Voilà. Tu commets ça autour de la Maladorie. Mais où en général? Vas-y. Bonjour. L'avenue Augeras, pourquoi tu vas taper sur l'avenue Augeras? Parce que c'est à côté de chez moi. Parce que là, c'est à côté de chez moi. Et sur Jaurès, c'est plus intéressant les pièces ou quoi? Il y a plus d'argent. Ah. Ouais. Allez, pourquoi il y a plus d'argent? Et pourquoi ils viennent sur Aubervilliers, les gens? D'après toi? Sur la porte d'Aubervilliers, il y a quoi, les Chinois. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Voilà, les grossiers chinois. Et donc, ils sont payés comment? En liquide. En liquide, et voilà. Donc, maintenant, je te repose la question. Est-ce que tu as commis des faits de vol à la portière ces 3 derniers mois? Oui ou non? Ouais. Ouais. Allez, vas-y. Combien de faits de vol à la portière tu as commis? 1. Non, arrête. Non. Sérieusement. Mais je te dis 1. Non, 1. Regarde-moi. Tu sais très bien comment ça marche. Tu sais très bien que plus vite tu viendras, mieux ça se passera avec le juge par la suite. Et tu sais très bien que tu nous connais, Fred comme moi. Si on vient te chercher, c'est qu'on a un dossier. Maintenant, toi, ton intérêt, c'est de reconnaître tout de suite tes fautes. Tu vas nous dire lesquelles t'as fait, lesquelles t'as pas fait. Et c'est comme ça que ça se passera le mieux pour toi devant le juge des enfants. Voilà. Grâce aux empreintes ADN de Michael retrouvées sur des silex, Fred et ses collègues savent qu'il est impliqué dans au moins 2 vols à la portière. Je te parle d'un véhicule Volkswagen, un Touran, couleur noire. Est-ce que ça te parle? Non. Et comment ça fait qu'on retrouve ton ADN sur les silex? Je sais pas. Ah bah. Comment on trouve mon ADN? Je sais pas là. Tout simplement que c'est toi qui as cassé la vitre. Non. Sinon on n'aura pas retrouvé ton ADN sur les silex. C'est aussi con que ça. C'est scientifique. C'est une preuve. Les policiers sont persuadés qu'il est impliqué dans beaucoup plus de vols. Beaucoup plus qu'un. Allez, à but de nez, vas-y. À but de nez. Oh. Quoi? T'es léger là encore. T'es encore plus léger, vas-y. Là, je sais pas, moi. Vas-y, combien? Vas-y, dis-le. Allez, vas-y. Combien? Je ne compte pas. Moi, je te dis sur une quinzaine. Une quinzaine? Ouais. Est-ce que c'est plausible, ça? Peut-être. Disons que si tu nous dis 15, effectivement, je crois que tu te rapproches de la vérité. Ouais. T'es encore en dessous, mais... En dessous. Je pense que maintenant, le bal est fini. À un moment donné, il va falloir arrêter un petit peu les conneries. Je te raccompagne? Attends 2 secondes. Au cours de ses auditions, Michael reconnaîtra finalement 8 vols à la portière. T'es un putain de malade, toi. En attendant d'être jugé, il a été placé dans un centre éducatif fermé, loin de la région parisienne. Antoine ne se fait cependant guère d'illusions sur l'avenir de ces jeunes rompus à la délinquance. Il y en a qu'on a vu grandir. Et c'est malheureux, mais vers 12-13 ans, ils commencent par faire ce qu'on appelle du vol roulotte. Donc casser des voitures en stationnement. Ils se mettent ensuite, en général, vers le vol à l'arrache, vers entre 14 et 16 ans, très souvent. Et vers 16 ans, très souvent, ils passent ce qu'on appelle le vol portière, mais rarement les deux, se dirigent plus vers les stupes. Et en général, les premiers braquages viennent après le premier séjour en prison. Le trafic de drogue est l'un des fléaux d'Aubervilliers. Il y aurait sur la ville une quinzaine de points de vente. Les trafiquants cherchent en permanence des parades pour échapper aux opérations policières. Les hommes de la brigade anticriminalité, la BAC, s'intéressent à une cité connue pour être un point de deal. On va essayer de descendre dans le parking en fait, qui donne dans les parties communes. Ouais. Ils ont barricadé en fait, ces parties communes pour empêcher les habitants de monter par là, par des matelas, des barricades, etc. Et pour empêcher du coup notre progression pour les prendre à revers. Ce jeu du chat et de la souris avec les trafiquants commence. Les policiers entrent discrètement par le parking de l'immeuble. Ils vont tenter un flagrant délit.
Comme prévu, les escaliers sont jonchés de détritus pour ralentir les visiteurs. Les policiers surprennent un acheteur. Mais le vendeur, lui, est invisible. Ici, les transactions se font par ce trou, creusé dans le mur. Une sorte de guichet qui permet aux dealers de prendre la fuite en cas d'arrivée de la police. C'est ce qui en fait ce qui te... Si on n'arrive pas à l'intérieur directement dans l'immeuble, on ne peut pas l'avoir. On peut pas le choper. Là maintenant avec la nouvelle technique qu'ils nous ont fait, ça va être soit l'acheteur soit le vendeur. Il va falloir qu'on innove maintenant une nouvelle technique pour essayer de les prendre en tenaille et faire les deux en même temps. L'acheteur ne sera finalement pas poursuivi. Pour Thomas, en poste depuis 8 ans à Aubervilliers, et son collègue, c'est la routine. Souvent les mêmes délinquants, arrêtés, puis relâchés. Notre boulot, c'est vraiment en fait, de les remettre à la justice. Si on s'arrête à ça, il n'y a plus de police. Nous, on aime vraiment ce qu'on fait. Les interpellations, c'est ce qui nous fait vivre. Après, maintenant, à la justice de faire son travail. Et nous, quand on a fait le nôtre, on est content et on dort serein la nuit. Traquer les flagrants délits, inlassablement, mais aussi s'attaquer au réseau en profondeur. C'est l'objectif des enquêteurs de la brigade des stupes d'Aubervilliers. BST plus BAC, en fait, aussi tout le monde sur place. Okay. Elle est dirigée par Christophe, un lieutenant qui, depuis un mois, supervise la surveillance d'un petit supermarché de la drogue, organisé comme un commerce. On a 5 objectifs. Donc, dans les 5 objectifs, il y a un vendeur, un gérant et 3 nourrices. C'est un peu particulier. Je donne le top interpelle une fois que j'ai mes deux objectifs principaux sur place, à savoir le vendeur et le gérant qui, en principe, arrivent entre midi et 14h et qui se dirigent vers la nourrice qui est juste à côté du point de vente. Le camion sera par là. Toi, il faut que tu te mettes là. Tu bloques ici parce qu'il y aurait peut-être un échappatoire ici. L'enjeu est d'interpeller les 5 membres du réseau en même temps. En planque sur un parking, non loin du point de vente, les policiers attendent l'arrivée du vendeur et du gérant sur le site. 2 heures d'attente. On a les 2 objectifs dans le secteur, on y va ou pas confirmé? Avant le top départ. Ok, bien reçu. Allez, on y va. Go, on va y aller. Les policiers à moto ont pour mission d'interpeller le vendeur. Juste abaisser, à un moment donné. Équipés d'une caméra embarquée, ils aperçoivent rapidement leur objectif, ici sur la gauche. À 100 mètres de là, le reste de l'équipe investit une première planque où serait stockée une partie de la drogue. 2, 3. En face. Lance. Chef. Un homme est interpellé dans ce squat. C'est lui qui réapprovisionnerait le vendeur plusieurs fois dans la journée. T'es placé en garde à vue. Ouais, y a pas de... Palpe-le quand même pour voir qu'il a... Attends, parce que je vois qu'il a les poches pleines là derrière lui. Le chien il est où? Tiens, Caro, tu peux regarder ici s'il te plaît? Ouais, j'y vais. Ok. Tu maintiens? Ouais, c'est des emballages, ça pue bien. Des emballages utilisés pour conditionner le cannabis. T'as plein d'emballages. Ah, elle a raison, hein. Oh, c'est quoi ça, mon bébé? Le chien policier s'intéresse aussi à ce coffre-fort. Putain. Oh, c'est trouvé ça, bébé. Ah oui. C'est à toi? Quand mon avocat sera là, je vous dis. Ta réponse c'est ça, c'est quand ton avocat sera là. Merde.
le policier trouve une arme de poing, près d'1 kilo de résine de cannabis et de la cocaïne. Et un peu de coke. C'est tout dedans. On va emmener direct le coffre. Une première saisie, mais les enquêteurs savent que le plus gros de la marchandise est sans doute stocké ailleurs. Tout le monde? On va à la nounou. Allez, go! Dans le jargon policier, la nounou, la nourrice, est une personne au-dessus de tout soupçon à qui les trafiquants confient leur stock. Il faut l'interpeller au plus vite, avant qu'elle ne soit prévenue. Vous avez une pièce d'identité à me présenter? Il est 13h, vous êtes placé en garde à vue à compter d'aujourd'hui. Pour trafic de stupéfiants. Acquisition, détention, transport. Comment? Acquisition, transport de produits stupéfiants. Il s'agit d'une femme sans emploi, d'une trentaine d'années, mère célibataire, inconnue des services de police. Très vite, elle raconte avoir prêté les clés de son appartement alors qu'elle était partie en vacances. Les policiers commencent leur perquisition. C'est à vous le sac? C'est quoi? Je sais pas. Vous laissez votre appartement et vous savez pas ce que c'est? Bah, j'étais pas là, j'ai laissé les clés pour qu'ils Ça surveillent. ressemble à quoi? Ça s'appelle de la résine de cannabis. Bah oui, ça, je sais que... Vous avez pas? Ça aussi? Bah oui, c'est du shit. C'est tout ce qu'il y a. Enfin, c'est déjà pas mal. Ok. Un réseau comme celui-là génère en moyenne un chiffre d'affaires de 7 à 8 000 € par semaine. Les 5 objectifs de la brigade des stupes ont été interpellés et sont emmenés au commissariat. Ça, c'est la deuxième découverte. Et surtout le butin. 7 kilos de résine de cannabis, un peu d'argent, 150 € et 2 armes, un pistolet d'alarme et un semi-automatique 9 mm. Vous avez de quoi faire la guerre, les mecs. En ce moment, la grande mode, c'est qu'ils se volent du cannabis entre eux, en fait. Donc, en fait, bah voilà, hein, ceux qui transportent, ils ont une arme et ça permet de protéger les transports de stupes. Ça, c'est les couteaux de découpe de la résine. Et puis ça, c'est pour peser, tout simplement, hein, parce qu'ils les mettent dans des blisters un petit peu comme ce type. C'est pas mis n'importe comment, hein, ils perdent de l'argent, sinon c'est tous les 2 grammes à peu près, tous les grammes ou tous les 2 grammes, bah, ils mettent dans un blister et ça vend comme ça. Voilà. Cette saisie représente 60 000 € à la revente. Une perte sèche pour le gérant et ses complices qui auront peut-être du mal à se relever. Ça, vraiment, ça leur fait très mal parce qu'après, ils doivent tout rembourser. C'est compliqué pour eux. Donc ils savent que finalement, les vrais méchants, ce ne sera pas nous, c'est ce qui les attend dehors. Donc du coup, tendance à avoir plus de dialogue de leur part. Les auditions commencent, notamment celle de la nourrice présumée. Comment se fait-il que de la drogue ait été découverte à votre domicile? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Abus de confiance. C'est un abus de confiance? Oui. Pour quelle raison avoir prêté les clés? Je suis parti 2 mois en vacances et pour éviter les cambriolages, pour faire des mouvements dans la maison pendant ces 2 mois-là. Donc est-ce normal selon vous de prêter les clés de son domicile à un inconnu pour qu'il ait la jouissance pendant 2 mois de votre appartement alors que vous ne connaissez ni son nom de famille, ni son prénom, ni son numéro de téléphone? Soit vous êtes la personne la plus naïve du monde, soit vous vous moquez de moi. Non, vraiment, on m'a dit j'ai pas de téléphone, j'ai pas de numéro. Bon, on va continuer. Au fil de ses auditions, elle reconnaîtra avoir accepté de jouer le rôle de nourrice en échange de drogue pour sa consommation personnelle. Selon le patron des stupes, ces nourrices sont souvent en situation de faiblesse, mais aussi victimes de pression. Dans ce cas-là, ça n'a pas été des menaces directes, c'est mieux pour toi de garder du stup sans rien dire, on sait où tu vis, on sait ce que tu as fait, on sait ça, on sait ci. Donc en fait, c'est tout un tas de petites remarques, de petites suggestions, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, la personne est déjà faible. Ah, la personne va dire ok, je dis rien, voilà. Et je garde la matière stupéfiante. Voilà. Pas avoir d'histoire en fait, hein. C'est vraiment c'est un vase clos donc. Jugés en comparution immédiate, les responsables du réseau ont été condamnés à 4 ans de prison ferme et 10 000 € d'amende.
La nourrice, elle, a écopé de 12 mois de prison avec sursis.